Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs, mes chers amis, depuis 3 ans, l'intérêt des États de la France croît de manière exponentielle avec la gravité de la crise qui secoue la planète. Depuis 3 ans, nous abordons notre rendez-vous désormais familier avec les mêmes sentiments contradictoires, captivés par le caractère inédit de cet embrasement systémique au sens qu'il s'est propagé du financier à l'économique, de l'économique au politique, du politique au social, mais aussi alarmé par la totale imprévisibilité de son issue et des dégâts qu'il laissera derrière lui. Depuis 3 ans, enfin, nous pensons avoir atteint le sommet et de la surprise et de l'inquiétude, mais l'année suivante s'attache chaque fois à démontrer que nous n'avions encore rien vu. Ce que nous vivons depuis l'été 2011 est à cet égard édifiant. Le millésime 2012 s'inscrira-t-il dans cette escalade dépressive ou bien permettra-t-il de la stopper ? C'est évidemment la question que nous nous posons tous et c'est à cette alternative vertigineuse que nous consacrerons l'essentiel de nos débats aujourd'hui. Traditionnellement, les États de la France s'assignent comme objectif de dessiner le profil de l'année qui va suivre. La 6e édition, que nous allons ouvrir dans quelques instants, tentera évidemment de respecter ce cahier des charges, même si l'ambition qu'il revêt se révèle surhumaine dans un contexte où même la prévision du lendemain est illusoire. Mais nous voyons bien que l'exercice prédictif n'est pas à la hauteur des enjeux historiques que nous sommes en train de vivre. Depuis 3 ans, nous soutenons l'idée que le terme de mutation serait beaucoup plus approprié que celui de crise pour désigner la période que nous traversons. La mutation exige certes un diagnostic clair pour comprendre ce qui se passe, mais elle requiert plus encore une vision pour qu'elle ne soit pas subie, comme elle l'est trop souvent en ce moment, mais bien choisie dans le cadre d'un projet collectif, français et si possible européen. Particulièrement en France, l'année 2012 invite naturellement à ce travail de réflexion. L'élection présidentielle le disputera à la crise pour alimenter le débat public. Mais il s'agit en fait des deux faces de la même monnaie. Dans les deux cas, c'est notre avenir qui est en jeu. Le bulletin dans l'urne nous donne le sentiment que cet avenir nous appartient, mais la crise, chaque jour de manière plus insistante, nous démontre que c'est de moins en moins le cas. Dialectique complexe dont la France, plus encore que de nombreux pays, a bien du mal à se jouer. Quelle France en 2012 ? Quelle France en 2017 ? En dédiant à ces deux questions notre édition des États de la France, nous affichons clairement notre ambition, enlacer la prévision et la vision. Nous ferons fonctionner cette double focale de plusieurs manières au cours des rendez-vous qui jalonneront notre journée. Premièrement, au cours des 4 tables rondes traditionnellement consacrées ce matin à la conjoncture économique et à la conjoncture politique, cet après-midi à la conjoncture sociale et à la conjoncture internationale, aux 15 experts qui se succéderont à cette tribune, je poserai les 2 mêmes questions. À quoi pourra bien ressembler l'année 2012 et quelles sont, selon eux, les conditions d'un quinquennat réussi. Deuxièmement, ces mêmes tables rondes seront ouvertes à chaque fois par un focus en relation avec le thème de la table ronde tiré de l'enquête INSEAD, de l'étude INSEAD qui vous a été remise et que viendra nous présenter Ludo van der Heyden, professeur Mubadala de la gouvernance et de la stratégie d'entreprise à l'INSEAD. Troisièmement,
Cet après-midi, nous recevrons un invité exceptionnel, François Chérec, secrétaire général de la CFDT, que j'aurai le plaisir d'interviewer. Avec lui, nous analyserons bien sûr la situation sociale, mais nous porterons aussi notre regard sur ce qui pourrait être un changement de modèle de société, thème qui est cher et de longue date à son organisation. Quatrièmement, notre cinquième et dernier débat de la journée opposera 4 représentants de disciplines et de sensibilités politiques différentes, une philosophe, un économiste, un entrepreneur, un politologue, mais qui ont en commun de tous appartenir à la génération qui aura en charge de transformer notre pays dans les années qui viennent. Nous leur poserons la question toute simple: quelle est la France dont ils rêvent à l'horizon 2017 ? Enfin, cinquièmement, nous avons rendez-vous avec 2 personnalités à qui nous avons demandé de nous aider de penser plus haut, plus loin que la seule actualité économique, politique, sociale et internationale, et d'ajouter à nos débats une dimension historique, sociologique, philosophique, qui nous permettra d'en approfondir le sens. En début d'après-midi, nous accueillerons le sociologue Michel Maffesoli, et à la fin de chacun de nos 5 débats, je demanderai à frère Samuel, bien connu des habitués des États de la France, de réaliser la synthèse très personnelle de ce qu'il viendra d'entendre. Au moment de conclure cette brève présentation, je voudrais évidemment vous remercier tous d'avoir répondu à notre invitation. Ces remerciements, je vous les adresse en mon nom, bien sûr, mais aussi au nom de mon cher ami Denis Hervudaki, le fondateur des États de la France, qui, cette année encore, avec le soutien des 5 entreprises partenaires, a déployé l'énergie et le talent qu'on lui connaît pour bâtir pour vous ce programme exceptionnel. Je vous demande de l'applaudir. Mais la meilleure manière de le récompenser de ses efforts est évidemment qu'il puisse compter sur votre participation active tout au long de cette journée. Vous êtes tous des experts, et si la crise nous lance un défi majeur, c'est bien celui d'être capable d'organiser un vaste débat collectif dans notre pays sur les moyens de la surmonter. Nous comptons donc sur vous aujourd'hui pleinement pour apporter votre pierre à cet objectif. Cette journée n'a donc plus de secret pour vous. Je cède donc la parole au président de l'Assemblée nationale, M. Bernard Accoyer, non sans avoir au préalable remercié pour son hospitalité. Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur le doyen, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les secrétaires généraux, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames, messieurs. Cette 6e édition permettra de confronter les analyses d'éminents intervenants, parfois venus de très loin, sur la situation économique de la France. La diversité de leurs trajectoires intellectuelles et de leurs horizons contribuera à enrichir le débat sur des enjeux cruciaux pour l'avenir. Et je voudrais vous dire que cette perspective contribue à me réjouir de vous accueillir ici à l'Assemblée nationale pour cette réunion désormais traditionnelle des dirigeants et décideurs sur les conjonctures. Heureux de le faire dans la salle Victor Hugo, qui a été ce monument de la littérature française et internationale, de la culture, qui a été, on l'oublie trop souvent, un député de la nation, avant d'en devenir un sénateur, c'est vrai. Tout le monde peut avoir un parcours, on va dire, éclectique, pour ne pas créer d'incidents parlementaires. Je veux
remercier tout particulièrement l'INSEAD et bien sûr Denis Gervudaki, fondateur des États de la France, grâce auxquels nous sommes réunis aujourd'hui. Cette réflexion commune que vous suscitez au cœur même de la crise est d'autant plus pertinente et bienvenue que ce sont la cohérence, l'unité et la capacité d'agir ensemble qui font la force de notre économie. Cette année, face aux bouleversements qui affectent les équilibres économiques et financiers du monde, vous avez souhaité voir loin et focaliser vos travaux sur la France de 2012 et de 2017, ou de 2012 à 2017. Et je dois dire, en écoutant Gilles Legendre, que je suis vraiment déchiré et particulièrement déçu de ne pouvoir suivre l'intégralité de vos travaux qui vont être passionnants et où, vous le comprenez, j'aurais beaucoup de choses à dire si je n'avais pas même envie de les crier. La crise qui secoue le monde est sans précédent depuis la Grande Dépression des années 30. Souvent analysée comme la crise d'un système qui s'est éloigné des valeurs les plus fondamentales du capitalisme, cette crise a ouvert un vaste champ d'interrogation sur la place même du système financier dans le fonctionnement de l'économie. Quelles leçons devons-nous tirer des mutations contemporaines pour envisager la France au niveau national et communautaire dans les 5 prochaines années? Quelle politique devons-nous privilégier pour que la France demeure un grand pays, une puissance économique qui compte et une nation à l'influence internationale incontournable? L'étude réalisée par l'INSEAD en 2011 identifie de nombreuses pistes, parmi lesquelles le retour à l'équilibre des finances publiques, objectif qui en même temps ne doit pas nous empêcher de soutenir l'innovation, ainsi que les politiques de croissance et de promouvoir une coopération internationale et européenne renforcée. Je veux insister sur ces deux pieds, ces deux fondements, le retour à l'équilibre des finances publiques, l'assainissement des finances publiques, mais dans le même temps, et c'est indispensable, et je pense, c'est une de mes convictions, que la confiance ne reviendra vraiment qu'à ce moment-là, dans le même temps, un engagement volontaire et finalement financièrement beaucoup moins coûteux que les mesures de stabilisation, un engagement déterminé en direction de l'innovation, en direction d'initiatives industrielles fondées sur l'innovation, sur la recherche commune dans les pays qui sont aujourd'hui visés et qui mobilisent l'ensemble de la République et des pays européens pour sortir de cette phase. Bon, vous savez, quand on est président de l'Assemblée, c'est une situation précaire. Il faut éviter de multiplier les incidents de séance. Comme la plupart des pays, la France a été ébranlée par la crise de 2008 et le ralentissement de l'économie mondiale. Nous savons qu'un État endetté, c'est un État dépendant de la confiance de ses créanciers. Un État endetté, c'est un État affaibli, un État vulnérable, dont la souveraineté devient très largement virtuelle. Les pays industrialisés doivent en tirer aujourd'hui les conséquences. Avec une dette avoisinant 1 700 milliards d'euros, un déficit annuel de l'ordre de 80 milliards d'euros, la France doit chaque année mobiliser un programme d'emprunt de près de 200 milliards pour couvrir le besoin de financement de l'État. Ce sont donc en moyenne, chaque jour ouvré, 1 milliard d'euros que la France doit émettre sur les marchés financiers. Ce sont d'ailleurs des sommes, des grandeurs qui sont comparables à celles des pays qui sont nos pays voisins et amis, qui sont dans la même situation que la France. Mais comme il faut, lorsque l'on fait de la politique, avoir des images qui frappent, et que vous, qui êtes familiers des chiffres importants, mesurez l'importance de ceux que je viens d'énumérer, j'ai l'habitude de préciser que l'endettement qui est le nôtre aujourd'hui correspond
au prix de la construction d'une autoroute qui aurait pour longueur la distance de la Terre à la Lune. Rien moins que cela. Et comme je suis un Haut-Savoyard, attaché à mes montagnes en hiver et à mes lacs en été, à 2000 ans de budget de la Haute-Savoie. Au-delà de ces enjeux budgétaires, nous devons nous assigner comme priorité absolue de renforcer la compétitivité de l'économie française. Je partage évidemment la déclaration du président de la République qui disait « L'industrie doit être notre obsession quotidienne. Nous ne pouvons pas nous passer d'une politique industrielle forte. » Vous permettrez à cet instant une brève digression qui souligne que ces déclarations sont en rupture avec ce qui s'était instauré insidieusement depuis quelques décennies et la mise en œuvre de ce qui constitue évidemment un progrès considérable pour l'humanité, c'est-à-dire la mondialisation. Mais conscience est désormais prise que la création de richesses réside dans ce que l'on conçoit, dans ce que l'on imagine, dans ce que l'on fabrique, que ce soit des biens industriels ou des services, mais que les biens industriels constituent un socle qu'il est important de considérer comme essentiel. C'est pourquoi j'ai voulu approfondir la réflexion sur cette question cruciale pour l'avenir en créant, avec les présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale, qui, droit nouveau de l'opposition que j'ai voulu concrétiser, appartient à l'opposition, et le président de la commission des affaires sociales, respectivement M. Cahuzac et Méhaignerie, créer une mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la protection sociale qui, à mes yeux, dans un pays comme le nôtre, dont la force est précisément aussi de disposer d'une solidarité entre les générations, qui exonère d'une précarité qui peut soulever des problèmes de société majeurs, en particulier dans un pays tel que le nôtre, j'ai voulu créer cette mission. Son objectif était de dégager une analyse partagée et de fournir une contribution éclairée sur la politique industrielle de notre pays et sur sa compétitivité. Le rapport de la mission illustre que la France a certes des points faibles. Notre compétitivité hors coût, l'insuffisance des efforts de la recherche privée, le nombre trop élevé de nos entreprises de taille moyenne trop peu élevé, de nos entreprises de taille moyenne exportatrices et leur accès trop limité au crédit bancaire, ou encore le coût du travail sont quelques-uns de ces points faibles. Mais ces faiblesses ne sauraient occulter les atouts indéniables de notre pays, qui sont autant d'avantages comparatifs. En premier lieu, la démographie, mais aussi des professionnels très qualifiés, des entrepreneurs innovants et des scientifiques de très grande valeur. À ces forces vives s'ajoutent des grands groupes détenant des positions dominantes dans des secteurs stratégiques, une tradition d'excellence industrielle, un taux d'épargne des ménages particulièrement élevé. Enfin, des universités désormais autonomes et des synergies stimulées par des pôles de compétitivité dessinent le nouveau visage d'une économie tournée vers l'avenir, une économie qui préserve ses capacités d'innovation. Tout ceci, le sondage de l'INSEAD l'illustre parfaitement. Mais je voudrais souligner à vos yeux le changement extrêmement profond intervenu en quelques années au plus, je dirais même parfois en quelques mois, qui a transformé notre pays, dont on doit toujours se souvenir que ses habitants sont les héritiers des Gaulois, que notre génétique est marquée par un individualisme forcené, un esprit de clocher, et tout à coup, nous avons décidé de créer des pôles de compétitivité qui rapprochent une foultitude de petites entreprises, avec des centres techniques qui ont une capacité en termes de collection de données et d'imagination de solutions innovantes en tout domaine,
qui sont tout à fait remarquables et qui portent indiscutablement, j'en suis le témoin en Haute-Savoie, des fruits particulièrement prometteurs. De la même façon, la fin d'une période qui datait de la Révolution, j'appelle cela parce qu'à l'époque j'étais étudiant, la Révolution de 1968, une lourde période où nos universités étaient complètement étouffées par une sorte de collectivisme rampant qui n'apportait pas la marge de liberté et surtout d'ouverture sur l'extérieur, cette époque est close avec l'autonomie des universités, le rapprochement des universités avec le monde de l'économie, le monde de la recherche, le décloisonnement de ce qui jadis se faisait une guerre de clochers est terminé. Et la porte est grande ouverte sur les transferts de technologie et des horizons qui, en France, sont, je le pense, j'en suis peut-être d'une certaine façon l'incarnation par une période de ma vie, hélas déjà éloignée. En France, il y a de ce côté-là des espérances majeures, car là encore, c'est génétique. Nous sommes imaginatifs, nous sommes des inventeurs nés, mais après, nous avons quelques défaillances pour ce qui est du développement, de la réalisation et de la commercialisation. Mais si nous n'avions pas d'autres défis, qu'est-ce que ce monde serait ennuyeux. La pleine valorisation des atouts de l'économie française n'a de sens que si l'on raisonne à l'échelle européenne. C'est là notre second défi, la crise de l'euro et l'avenir de l'Union européenne. La crise des dettes souveraines nous a conduit à mettre en place des instruments novateurs. Ces efforts doivent être poursuivis sur la base de notre relation avec l'Allemagne afin que l'Europe tout entière sorte renforcée de la tourmente. L'Union européenne qui inquiète, si elle se met d'accord, pourrait devenir l'Union européenne qui protège. C'étaient les mots mêmes du président Sarkozy à Toulon le 1er décembre dernier. Il a ainsi souligné l'importance de doter l'Union européenne d'une gouvernance renouvelée et renforcée, gouvernance économique qui, depuis 24 heures, est en train de se mettre en place. Vous êtes vraiment, et nous vivons ensemble, le cœur de l'actualité. C'est la raison pour laquelle j'ai créé, dès septembre dernier, avec Norbert Lammert, président du Bundestag, un groupe de travail franco-allemand sur le renforcement de la zone euro. Les groupes que nous conduisons, mon collègue allemand et moi-même, sont composés de parlementaires de tous les groupes politiques de nos assemblées. Nous avons engagé une réflexion avec nos collègues allemands sur une meilleure prévention des dérives budgétaires et financières, ainsi que sur des sanctions en cas de dérapage plus crédibles. Une autre prise de réflexion apparaît prioritaire, une plus grande convergence au sein de la zone euro en matière fiscale et de coût du travail. Cette gouvernance renforcée conduira, je l'espère, à un nouveau traité à 27 ou, si besoin, à 17 dès mars prochain. C'est tout le sens de la création de l'euro qu'il nous faut aujourd'hui retrouver. J'ai noté dans votre sondage que la confiance des anciens élèves de l'INSEAD dans la classe politique française était assez modérée. J'espère que les solutions qui seront trouvées au niveau européen dans les prochaines semaines sauront démontrer que cette méfiance est un peu excessive et que l'on peut encore faire confiance à nos dirigeants pour trouver, dans le respect mutuel et le souci du consensus, les solutions de responsabilité qui s'imposent dans cette période tourmentée. Néanmoins, je dois vous dire que ce jugement sévère doit interpeller tout responsable politique, et j'en suis, au fil du temps, devenu un. Et je pense que la crise, les petits renoncements, les promesses inconsidérées ou en tout état de cause non financées, qui ont conduit pendant quelques décennies les gouvernements français, quels qu'ils soient, les candidats aux élections dans notre pays, quels qu'ils soient, à conduire une action qui n'était pas forcément financée et par conséquent à aggraver notre endettement, est une période que la crise peut interrompre et que la crise va interrompre. C'est ma conviction. Et cela permettra, je pense, de rehausser la qualité du jugement porté non seulement par les étudiants, mais par beaucoup sur les responsables politiques,
en se rapprochant tout simplement de ce qui n'aurait jamais dû être abandonné, c'est-à-dire un langage de réalisme et plus crûment de la vérité. Mesdames, Messieurs, ces enjeux cruciaux à la fois économiques, politiques, sociaux et internationaux sont au cœur de votre programme de travail aujourd'hui. Ils sont à présent soumis à votre regard et à votre expertise. Je suis persuadé que vous mènerez ici un travail fructueux. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour vos propos qui tracent la route que nous avons à parcourir, qui ne sera peut-être pas de la Terre à la Lune, ni ne coûtera 2000 ans de budget de Haute-Savoie, mais qui évidemment sera passionnante. Maintenant, je demande à Peter Zemski, vice-doyen de l'INSEAD, de rejoindre ce pupitre et d'ouvrir, alors pour le coup très officiellement, cette 6e édition des États de la France. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, Vos Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous à l'occasion de la 6e édition des États de la France. Et j'aimerais, au nom de l'INSEAD et de notre doyen Deepak Jain, exprimer notre gratitude à Denis Zurvodaki pour cette belle collaboration. Elles nous permettent d'être présents aujourd'hui, ainsi de contribuer au présent et au futur de cette France qui nous est si chère. Les États de la France 2011 nous donnent l'occasion de mettre en avant un travail intellectuel innovant qui exploite notre essence internationale et qui est basé sur une méthodologie nouvelle développée par mes collègues Lanvin et Van der Heyden. Le même problème. Je pense que ça va être le gag de la journée. Notons que l'INSEAD existe grâce à la vision des Français qui ont perçu l'avenir d'une Europe après la Deuxième Guerre mondiale, comme Georges Doriot, Olivier Giscard d'Estaing et Claude Jansin, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Nos racines sont européennes, comme le démontre notre campus de Fontainebleau, qui reçoit chaque année des milliers d'étudiants MBA, des participants aux formations pour dirigeants, des doctorants et plus de 150 professeurs résidents. À celui-ci s'ajoutent nos campus de Singapour et Abu Dhabi, qui font l'INSEAD, le Business School for the World. L'INSEAD a formé et continue de former des décideurs internationaux aux commandes d'entreprises françaises et multinationales telles que Accenture, Barclays, Cisco, GE et Siemens, qui souvent recrutent leurs futurs dirigeants à l'INSEAD. Ceci forme un cercle vertueux qui ne cesse de grandir. Considéré comme l'un des blocs fondateurs de l'Union européenne et forte d'un passé politique unifié, la France assume un rôle majeur en Europe et dans le monde. L'INSEAD, cet enfant né à Fontainebleau, brille aujourd'hui à travers l'Europe et le monde et atteste de cette France qui se projette dans le monde. En observant la France sous toutes ses formes, les États de la France mesurent ses progrès en évaluant son état présent et en traçant la voie de son avenir. L'étude réalisée par l'INSEAD pour les États de la France par Bruno Lavin, directeur de ILAB, et Luder Van der Heyden, professeur et directeur de nos activités de gouvernance, espère y contribuer. Quelques 1300 dirigeants ont répondu en un questionnaire matriciel régional visant à traiter deux questions fondamentales. Quelle France en 2012? Quelle France en 2017? Les personnes sondées ont attribué des notes élevées aux compétences françaises dans les domaines sociaux et économiques. La France obtient ses meilleures notes pour son activité à l'international. La France est un pays aimé et observé de l'étranger.
souvent en référence. L'étude le confirme et il me plaît de noter combien les vues de nos anciens étudiants français convergent avec celles des non-français. La France continue donc à marquer fortement les étudiants non-français qui passent par l'INSEAD. Nous aimerions, à travers notre étude et notre engagement dans les États de la France, convaincre les Français qu'ils ont tous les talents pour réussir et pour sortir grandis de la crise. Je ne développerai pas ici les différentes conclusions de notre étude, car je vais confier cette tâche passionnante à mon collègue professeur Van der Heyden. Enfin, je vous adresse le meilleur vœu pour réussite pour cette conférence de la part de notre doyenne Deepak Jain, grand admirateur et défenseur de la France ainsi que de l'Europe. Je souhaite une excellente journée, riche en débats et fertile en conclusions. Merci beaucoup.